Salut Virakir et j'espère que vous allez hyper bien. Alors, je suis actuellement à l'aéroport de Tashkent. Je pensais pas faire cette vidéo dans un aéroport, mais j'ai pas eu le temps de le faire avant. C'est la fin de mon séjour en Asie centrale, après 6 semaines, Kirghizistan, Tadjikistan, Ouzbékistan et un petit peu Almaty. C'était vraiment trop bien. Et je voulais pas quitter l'Ouzbékistan avant de faire cette vidéo quand même sur une dernière badass. Alors je suis un peu deg, pour être honnête avec vous, cette vidéo je l'avais faite à Samarcande où avait vécu notre héroïne dans un super cadre et tout, mais j'ai perdu mon téléphone sur la route du Tadjikistan. Et écoutez, attaquons la vidéo du jour qui malheureusement n'est pas une vidéo joyeuse puisqu'on va parler de, non pas une, mais même deux jeunes femmes, deux jeunes artistes prometteuses qui ont eu leur vie brisée à cause de sales réactionnaires. Donc écoutez, allons-y. Alors on va commencer à parler de Nourkon Yuldash Kujayeva. C'est la dernière fois que je dirai ce nom de famille pendant la vidéo parce que je vais m'en mêler les pinceaux. Donc Nourkon, elle naît en 1913 en Ouzbékistan, donc dans la vallée de Fergana. Alors il faut savoir que la vallée de Fergana, c'est l'endroit le plus conservateur d'Ouzbékistan. Encore aujourd'hui, je l'ai traversé et c'est vrai qu'on voit que c'est vraiment pas la même ambiance. Les femmes portent plus leur voile. Et on regarde les étrangers de manière un peu plus curieuse, on va dire. Donc imaginez au début du XXe siècle. Donc elle naît en plus sur le plus grand malheur dans une famille très conservatrice. Alors je dis pour le plus grand malheur parce qu'en fait ça ne lui correspond pas du tout. Nourkon, c'est une jeune fille pétillante qui veut embrasser la vie à pleines dents. Et pire, elle va développer une passion pour le théâtre, pour la danse, pour les chants. Des loisirs jugés totalement indécents, bien sûr, par sa famille. Donc elle va se contenir pendant plusieurs années et à l'âge de 15 ans, là elle n'en peut plus, elle prend sa vie en main et elle s'enfuit. Elle va à Samarcande où elle rejoint une troupe de théâtre qui avait déjà une certaine popularité. Et franchement, elle va devenir une artiste brillante, très populaire. L'âme du spectacle vivant vivait en elle. En plus, Samarcande, c'était une ville forcément très grande, très moderne. Pour cette jeune fille qui venait du fin fond de l'Ouzbékistan, elle découvrait la modernité, quoi. Et malheureusement, je pense que ce succès, cette nouvelle vie, ça va endormir sa vigilance. Le drame va se passer le 8 mars 1928 à l'occasion de la journée de la femme. Parce que oui, petit fun fact, en fait déjà en 1928, on fêtait la journée de la femme le 8 mars. Alors en fait, c'est Clara Zetkin, la socialiste allemande, qui s'est dit que ce serait une bonne idée d'avoir la journée de la femme, enfin du droit des femmes, excusez-moi, sauf que à la base, c'était pas harmonisé. Donc en Russie et dans la zone d'influence russe, on va choisir le 8 mars parce que le 8 mars 17, les femmes russes avaient marché et manifesté pour demander du pain contre la volonté des bolcheviks. Et donc quand Lénine va arriver au pouvoir, il va récompenser entre guillemets symboliquement ces femmes et choisir la date du 8 mars comme journée du droit des femmes en Russie. Et c'est en 1977 que l'ONU va choisir le 8 mars comme journée internationale et harmoniser tout ça. Voilà. Et donc, elle va performer ce jour-là, elle va monter sur scène et prise dans son spectacle, dans l'euphorie, elle va enlever son voile et danser tête nue devant son audience. Alors bien sûr, elle va se faire acclamer par le spectateur de Samarcande, sauf que dans la foule, il y avait des personnes originaires de la vallée de Fergana et donc le bruit que Nourkon a une conduite indécente en ville malheureusement va remonter jusqu'aux oreilles de sa famille. Donc en 1929, sa troupe va entamer une tournée et cette tournée va passer par la vallée de Fergana. Alors forcément, Nourkon, elle est hyper heureuse, elle va enfin pouvoir voir sa famille après plus d'1 an de séparation. Elle revoit de nouveau ses tantes, ses cousins, elle leur explique sa nouvelle vie, elle monte ses nouvelles chansons et danse à sa famille. Et en fait, ce qu'elle ignore, c'est que dans la pièce d'à côté, son propre frère l'attend avec un couteau. Et quand Nourkon ne s'y attend pas, il va se jeter sur elle et la poignarder à mort. En fait, c'était un meurtre savamment orchestré par le père de Nourkon et des religieux locaux qui, du coup, s'étaient sentis honteux de la conduite de Nourkon et ont élaboré un crime d'honneur. Alors les commanditaires vont être exécutés et le lendemain de la mort de Nourkon pendant ses funérailles, parce que oui, j'ai lu dans l'islam, les funérailles se faisaient très rapidement, je crois dans un délai de 2-3 jours après, je ne sais pas si c'est général ou pas. Des femmes vont enlever leur voile et entourer son cercueil. Et ce qui est triste, c'est que c'était pas la première fois que ça arrivait, il y avait eu des précédents. 1 an avant, en 1928, une autre jeune artiste très très prometteuse. Elle s'appelait Toursonoï Saïd-Azimova. Elle aussi avait commis le entre guillemets crime, vu que je suis une perche à selfie, je peux pas faire le entre guillemets, vous m'avez compris, d'avoir dansé et performé sans voile en public. Et c'est son propre mari qui va la tuer
alors qu'elle était âgée de 18 ans, poussée par sa belle famille en fait, qui s'était sentie déshonorée par ce comportement. Vous savez, ce qui est vraiment ridicule avec les crimes d'honneur, c'est que déjà, rien dans le Coran ne prévoit la mort d'une femme qui aurait trompé son mari ou qui aurait eu une conduite entre guillemets déshonorante. Alors le Coran n'est pas non plus totalement tendre, hein. Il prévoit des coups de fouet en cas de femme adultère par exemple, mais pas de mort. Cette condamnation à mort, on la doit, comme souvent, à des théologiens sunnites du 8e et 9e siècle, vous savez, ceux qui ont créé la charia. Donc ça vient en aucun cas du Coran. C'est pas du tout quelque chose d'immuable en fait. Ce que j'ai trouvé vraiment ironique, c'est que la seule religion du livre, entre guillemets, qui préconisait l'assassinat des femmes adultères, c'était le judaïsme primitif. Donc en fait, c'est assez drôle de se dire que en fait, quand les talibans veulent lapider une femme, ils appliquent la Torah. Donc voilà, quand on sait les relations aujourd'hui entre juifs et musulmans, je trouvais que c'était quand même assez ironique que ces gens appliquent la Torah sans même le savoir en fait. Alors l'honnêteté intellectuelle me pousse quand même à vous parler du verset de la lapidation. Il y a des extrémistes musulmans qui disent que non, il y avait un verset qui préconisait la lapidation en cas de femme adultérine dans le Coran, mais en fait ce verset aurait été mangé par une chèvre accidentellement à l'époque d'Aïcha, vous savez la plus jeune femme de Mohammed. Oui, bon, je sais pas dans quelle mesure cette légende urbaine est répandue, mais c'est vrai que la plupart des vrais théologiens n'y croient pas du tout. Et cet assassinat est d'autant plus triste que dès 1924, les soviétiques avaient essayé de faire campagne contre le port du voile en public. Et en fait, cette lutte contre le port du voile va vraiment atteindre son pic à partir de 1927, donc dans le cadre du Hujum. Le Hujum, c'est une vaste campagne menée en Asie centrale par les soviétiques pour combattre les inégalités de genre, promouvoir le droit des femmes. Alors c'était pas totalement altruiste de la part des soviétiques, hein. Eux, leur objectif c'était clairement d'homogénéiser, d'uniformiser en fait les sujets des républiques soviétiques pour vraiment atteindre un citoyen modèle. Ça passait par l'égalité des sexes. Donc là par exemple, je passe une photo assez intéressante je trouve, donc qui a été prise à Andijan, donc en Ouzbékistan en 27, où on voit en fait une cérémonie de brûlage de voiles pour justement inciter les femmes à retirer leur voile. Voilà, je trouvais cette photo vraiment très 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 intéressante. Et d'ailleurs, une des collègues et amies de Nourkon, donc Tamara Ranoum, va être une des premières artistes ouzbèques à performer sans voile. Et d'ailleurs, Tamara Ranoum était vraiment une véritable personnalité. Elle aurait mérité une vidéo sur elle, puisque elle a été la première artiste d'Asie centrale, notamment à faire une tournée européenne. Donc en 1924, elle avait même dansé avec la célèbre Isadora Duncan. Donc, autant dire que Tamara a été très affectée par la mort de son amie. Mais bon, du coup, ça l'a encore plus encouragée, elle et cette génération de danseuses, du coup, à oser s'affirmer et se dévoiler. Donc écoutez, moi j'espère que vous avez aimé ce petit cycle là consacré à l'Asie centrale. Je trouve que c'était original comme sujet. Et on se revoit très très rapidement en France pour parler cette fois-ci de sujets complètement différents. Et comme d'habitude, hein, si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Et écoutez, moi je vous dis à très 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 bientôt. Salut!